Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Oh, toujours crier. Pas tout le temps, des fois pas, des fois oui. C'est la surprise à chaque épisode. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité, où à chaque épisode, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui... Oui. Non, quelque chose à ajouter, Fabrice, peut-être ? C'est tout. Ok. Et aujourd'hui, on est avec Mathieu Longat. Salut Mathieu. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne seraient pas familiers de qui tu es ? Je m'appelle Mathieu Longat, j'écris des trucs et après je les interprète à différents endroits, sur scène notamment et sur YouTube avec une chronique qui s'appelle Bonjour Tristesse. Et donc tu es sur scène actuellement avec un spectacle qui s'appelle État des gueux. Exactement. Jusqu'au 29 juin 2019. Ouais, si un peu j'ai plus bien longtemps j'espère, enfin je pense, mais oui. Au On moins tape sur jusqu'au des 29 juin. Pour l'instant, jusqu'au 29 juin, on mettra un update dans la description s'il y a prolongation de la soirée. Il a l'air d'être confiant. Ouais, j'ai travaillé cet été, je crois. Ça me fait bizarre comme phrase à prononcer, mais je crois que je vais rester cet été pour jouer. On change, hein, comme quoi. Ah, ouais. Tu vas pas au Festival d'Avignon Non, je me suis dit, non, je crois qu'on s'en fout et qu'on n'y va pas. Voilà. Alors Mathieu, on est là pour parler masculinité. Donc ma première question, c'est, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Question profonde. Bah, à la base, c'est effectivement avoir un organe génital différent de celui des femmes. J'allais parler de chromosomes, mais je suis capable de me gourer, donc je vais fermer ma gueule. Chromosome X. Ouais. Non, je sais, mais justement, j'allais pas mettre le bon au bon genre. Et voilà, ça s'arrête à peu près à ça, pour moi. Il n'y a pas d'aspect, parce que je sais que tu es plutôt porté sur la socio. Qu'est-ce que tu veux comme aspect si, après, je suis bien sûr sociologique d'office privilégié dans ce monde. Je peux gagner plus d'argent en foutant moins. Et voilà, je suis globalement, de fait, je fais partie d'un groupe d'oppresseurs à l'égard des femmes, quoi. C'est ça le truc. C'est Oui. ça. Ouais, c'est ça. Je suis conscient. C'est bon ou là-dessus. c'est pas bon ? Ouais, je suis lucide là-dessus. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, donc je vais pas te donner des points. Bonne réponse. Non. Tu n'auras pas de problème sur Internet aujourd'hui. Bravo Mathieu. Ouais, j'ai pas de rapport particulier. Après, oui, je suis lucide des cheminements sociologiques différents qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes. Ouais. T'as l'air un peu stressé. Est-ce que ça te stresse comme truc de venir parler de toi dans un micro ? Je suis pas hyper à l'aise avec le fait de parler de moi, ouais. Je préfère parler des gens que je déteste, en général. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Mais non, après, je me suis levé il y a très peu de temps. J'ai fait une très grande nuit cette nuit. Voilà. Donc peut-être que ça joue. Je suis un peu fatigué. T'as pris un petit café ? J'ai pris 2 petits cafés. Ok. On va se réveiller tranquillement pendant cette discussion, ça va être cool. Sachant qu'il est 16h. Personne ne juge ici. Tu sais, t'es un artiste. Tu vis à ton rythme, c'est la créativité. C'est vrai, je peux tout imposer maintenant. Je peux fumer des ouinges aux terrasses des cafés. C'est vrai, ça j'ai remarqué. Sérieux ? Non, mais je le faisais déjà avant. Je sais pas si on me fait moins de remarques, mais j'ai l'impression que c'est plus accepté socialement. Tu vois, t'es considéré comme déviant d'office. Voilà. Ok, donc pour comprendre l'homme que tu es maintenant, t'as la trentaine, c'est ça, 31 ans ? Ouais, 32 là, depuis 32. janvier. Ok, joyeux anniversaire en retard. C'est gentil. Je pense que c'est important de remonter à la racine de quel petit garçon tu étais. Du coup, t'étais quel genre d'enfant quand t'étais petit ? Moi, j'étais enfant très très excité. J'aimais bien les blagues. J'aimais bien traîner avec des gens plus vieux que moi. Je voulais l'attention des plus vieux, quoi, genre des potes de mon grand frère ou quoi. Et voilà, beaucoup de bruit. Beaucoup chiant. d'énergie. Voilà, un enfant éveillé mais chiant, un peu. Voilà. Et t'as grandi dans quel type d'environnement ? Familial ou social, tu veux dire ? Moi, j'ai grandi en pavillon en banlieue. Après, j'ai plutôt une petite famille parce que j'ai un frère et mes parents, quoi. Voilà. Ok. Il a combien de différence avec toi, ton frère ? 3 ans. Ok. Ouais, c'était mon grand frère. Il m'a beaucoup frappé et j'ai eu personne à qui rendre les coups. Et voilà. C'est peut-être pour ça que je fais de l'art, pour rendre des coups que j'ai pris dans ma vie. Sans victime. C'est beau, moi. Je neutralise. Je fais pas toute une chaîne de la violence subie. J'ai neutralisé et je renvoie sensible. Quand tu dis qu'il t'a beaucoup frappé, ça ressemblait à quoi ce bolossage de grand frère à petit frère ? On avait un écart d'âge et de gabarit encore maintenant. Du coup, c'était des bagarres très rapides. Mais ça tenait en 2-3 coups, mais ça faisait mal. Et il testait des fois, nous, c'était l'époque du catch dans les années 90. Donc, il testait des prises de catch sur moi. Donc, je vois une image de mon grand frère, les genoux sur mes omoplates, en train de tirer mes bras en arrière, en disant, c'est là, ça fait mal. Ouais, jusqu'aux pleurs. Et sinon, non, mais après, c'était Club Dorothée aussi, beaucoup la bagarre après les Chevaliers du Zodiac et après Dragon Ball. Mais une fois, je l'ai battu, mais c'était en le prenant en traître. Voilà, j'ai mis un coup de poing dans le ventre, je suis parti m'enfermer dans ma chambre, j'ai bloqué avec une bibliothèque jusqu'à ce qu'il y ait les parents. Bref, voilà, l'histoire de mon bolossage. Bon, on parle pas assez de l'implication du Club Dorothée
dans la masculinité toxique Des trentenaires. des trentenaires aujourd'hui qui se sont tapés à coups de coups de poing de Seiya et de Son Goku, quoi. Tu vois. Exactement, et les chevaliers du Zodiac aussi. La force du dragon, bah ah ouais, ça fait mal. Ah, je vois très bien. Ouais, mais après, j'ai beaucoup aimé Club Dorothée. Je suis trop heureux de l'avoir connu dans mon enfance, donc je peux pas en parler en mal. Je suis trop triste pour les générations qui n'ont pas pu le connaître. Genre, leur meilleur dessin animé, c'est une éponge et tout, ça fout le cafard. Ils sont deg. C'est une éponge quand même ultra chez Mais ouais, c'est très chaud. Non, mais c'est très chaud, Bob l'éponge. C'est un des rares dessins animés de la nouvelle génération que je trouve très marrant. Voilà. Mais... Est-ce que t'étais bagarreur comme enfant ou est-ce que c'est juste que tu te faisais bagarrer par ton grand frère? Non, je me faisais bagarrer surtout. Non, j'étais pas trop bagarreur. Après, chahuteur, mais pas bagarreur, non. Et du coup, c'était pas chelou d'avoir ce genre de violence à la maison, même si je me rends compte que c'est souvent présenté comme un jeu. Mais bon, tu t'es quand même fait prendre des prises de catch par un mec de 3 ans de plus que toi, quoi. Non, c'était pas Moi traumatisant. aussi, je faisais du catch avec mon frère. C'était la base, quoi, tu vois. C'était la base, le catch. Mais non, ça va, ça m'a pas du tout Le traumatisé. marteau-piqueur. Et il m'a pas... je vois très bien. Mais Du coup, pour les auditeurs et auditrices qui peut-être n'ont pas votre âge et pas de frères ou sont des femmes, Non, mais c'est redevenu à la mode, le catch, apparemment, là. Ouais. du coup, pour les gens qui ne connaissent pas le catch, le Ouais. marteau-piqueur, Alors, en audio description, c'est Le quoi? marteau-piqueur, c'est une prise où tu prends ton... tu l'as fait. Mathieu qui mime. Tu prends ton adversaire tête en bas entre tes cuisses, n'est-ce pas? Ok, Et donc tu le lèves comme ça. ouais. Et après, tu fais en sorte de sauter. Ah, donc tu l'autre mets les personne cuisses est le sur tes marteau-piqueur. fesses. Voilà. D'accord. Donc, Donc, t'as eu, du coup, votre enfance. moi, très- Exactement. on a pas mal cassé le lit de mes parents comme ça. Ok. C'était notre ring. C'est pas toi. Comment c'était? Soufflez C'est ça. par Il terre. y a des trucs, c'est chaud, hein, vraiment. Il y a des- Ok, les mecs, super votre live. Non, maintenant, on avait des règles quand même. On se frappait pas au visage avec mon frère. Il m'a mis qu'une patate dans ma vie. Donc, c'est peu. Il y en a, ils s'en prennent beaucoup plus. Voilà, mais on se tapait pas au visage. Hein. Enfin, on évitait. Est-ce que c'était pour pas laisser de traces, pour pas se faire cramer, ou est-ce que c'était par respect de quand même Non, pas du tout. C'était un espèce de respect fraternel. Après, encore une fois, il m'a mis une belle gauche un jour. Il m'a couché devant ses potes. C'était vraiment pas sympa. En plus, j'étais un peu vieux. Mais... C'était l'année passée. non, genre, j'avais pour mes 30 ans, je c'est devais mon avoir anniversaire. 15-16 ans, mais quand même, c'était vieux. Ouais, c'est chaud. Après, non, c'était pas pour pas laisser de traces, mais par contre, j'ai des cousins qui se battaient, mais comme des chiffonniers, mais vraiment, c'était la bagarre. Il y en a un, il réveillait ses frères en mettant des béquilles, et eux, vu qu'ils se battaient beaucoup, ils se faisaient frapper par mon oncle, et pour pas oui. que mon oncle les entende quand ils se battaient, ils se mettaient des bouchons en liège dans la bouche pour pas qu'on entende les gémissements. Nous, on n'était pas à ce niveau-là, mais mes cousins, ils étaient chauds. Mais est-ce que t'étais le genre de petit frère? Parce que donc, moi, j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi. Et qui était tout le temps autour de moi et qui me cassait les couilles sans arrêt, en fait. Ouais, j'étais un peu Et, ça. et au bout d'un moment, bah, forcément, en fait, je finissais par le taper parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire se barrer. Et comme mes parents, ils intervenaient pas trop parce que pour eux, c'était juste OK, on jouait. Tu vois, à un moment, il y avait forcément violence, quoi. Ouais, après, c'était pas. Les coups que j'ai pris, c'était pas rarement lié à ça, mais ouais, j'avais ce côté un peu parasite du grand frère qui veut traîner avec les amis du grand frère. Ouais. Voilà. Ouais, carrément, un petit Tu vois peu. le style. Et ta relation avec tes parents, elle était comment? C'était bien. Moi, je considère que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse. Après, c'était assez équilibré. Il y a un peu le sud et le nord chez moi en termes de caractère, mais ça s'équilibrait assez bien, quoi. Qui c'est qui fait le sud? Qui c'est qui fait Le le sud, nord? c'est ma mère et le nord, c'est mon père. Voilà, c'est plus calme. Ma mère, c'était plus les cris, la rigolade, mais les cris, etc. Et mon père, il nous calmait en un regard. On savait que il y aurait Faut pas plus plus de déconner. mots. Puis il se faisait obéir en silence. Voilà. C'est marrant parce que c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup parmi les invités du Boys Club, d'avoir un daron un peu taiseux, on va dire. Est-ce que c'est un truc qui a évolué en grandissant? Ta relation avec ton daron, tu la caractérises comment au fil de ta vie? Ouais, ça a évolué. On parle après. Il est resté très taiseux. Hein, voilà. Mais ça va. J'ai eu une relation plutôt bonne avec mes parents. Du coup, comment t'es devenu un mec qui parle tellement qu'il en a fait son métier avec un daron qui parle pas? Déjà, ma mère, on a des origines italiennes dans la famille, donc voilà, je pense que ma manière de parler avec les mains ou mon amour de la parole peut-être vient en partie plus de cette partie de la famille en tout cas. Et je sais pas, peut-être du coup par frustration ou par construction en opposition, je sais pas. Mais remarque, ouais, non, mon frère il parle normalement, ni peu ni trop. Ouais, je sais pas trop. Et c'était quoi? Est-ce que t'avais une bande de potes quand t'étais gamin, ado? Alors j'ai eu pas mal de bandes de potes, ouais. Après moi c'était plus des gens, en fait souvent j'aimais bien avoir 1, 2, 3 amis très proches et je me greffais au groupe, mais en vrai c'est parce que je voulais voir ce pote-là, parce que par exemple dans le quartier où j'ai été, ils ont construit un city park, un city stade, les mini stades de foot et c'était le meilleur le stade de foot du coin. Du coup il y avait vraiment tout le monde, ça amenait beaucoup de gens et du coup c'était un lieu où entre 16h et 3h du matin il y avait tout le temps du monde, c'était un bordel monstre.
Mais en général, ouais, c'était plus des individualités qui faisaient que je me retrouvais dans des groupes. Et après, c'est quand j'ai commencé à faire de l'improvisation à Trappes, où là, on a eu vraiment un groupe un petit peu établi, où on se quittait pas, etc. Et où on était un petit peu plus. Mais c'était lié à une activité, c'est différent. Est-ce que tu faisais du foot ? Ouais, j'ai fait du foot de ouf. Je suis un foot de ouf. J'ai cru que je deviendrais pro et tout. Moi, de toute façon, jusqu'à 12 ans, débile mental, football, politique, c'est tout. Genre, à peu jusqu'à près. 12 ans déjà Non, avant 12 ans. j'exagère, ouais, mais ouais, très tôt. Bah, la politique, c'est Balladur, Chirac, donc ça doit être cassé 95, si je dis pas de bêtises. Et le foot, très très jeune. Le foot, c'est la Coupe du Monde 94. Au début de la Coupe du Monde, je connais aucun nom des joueurs. À la fin, je connais tous leurs statistiques. Je suis un zinzin, quoi. Donc, ouais, le foot, ça m'a suivi très longtemps, jusqu'au shit. Est-ce que t'es pas devenu joueur pro parce que t'as découvert la drogue ? Non, franchement, j'ai pas de regrets parce que je vais pas faire les mecs qui disent je me suis fait les ligaments, j'étais dedans et tout. Mais je m'étais fait repérer par le PSG sur une plage quand même, dans un tournoi de foot plage. Et du coup, j'avais fait un entraînement avec le PSG, mais j'ai grandi un peu tard, moi en plus. Donc, d'une, je pense que j'avais pas le niveau, il y a pas de regret à avoir. Et en plus, il y a vraiment une période entre 14 et 17 où de toute manière, je me serais fait ramasser parce que les autres ils étaient grands et moi j'étais petit avec une vitesse de grand. Donc, moi, non, j'ai pas de regret. Je me suis pas fait les ligaments, j'avais pas le niveau pour être footballeur et je regrette pas. Mais j'aime trop le foot. Ça reste une passion. Ouais, ça reste une passion. Après, je suis moins zinzin qu'avant. Hein. Je regarde moins de matchs. Je peux passer une semaine ou deux sans regarder un match de foot. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et je chialais, moi. Quand j'étais petit, j'avais le droit de regarder que les premières mi-temps. Je chialais. Un jour, ils ont annulé un match Auxerre, je sais pas quoi. J'étais même pas supporter d'Auxerre. Ils avaient annulé parce qu'il y avait des pubs d'alcool. Ça devait être Auxerre Arsenal. J'ai chialé. C'était même pas mon équipe. J'en ai rien à foutre. Non, j'avais des problèmes avec le foot. Je suis calmé. Tu suis encore, là ? Hein ? Tu suis encore aujourd'hui ? Ouais, mais plus, voilà, ponctuellement. Paris surtout et un peu les gros matchs. Mais je suis plus calme, quoi. Voilà. Et la Coupe du Monde, là, beaucoup. J'ai beaucoup. J'ai pas raté beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde. Comment t'es devant un match, vu ton tempérament expansif. Parlons de PSG Manchester, par exemple, dernièrement. Alors, je suis pas hyper prêt pour en parler. T'allais pas y Mimi ou pas ? Ça allait pas du tout. Ça allait pas. Après, c'était tellement. Non, je vais pas rentrer dans les détails footballistiques, mais à chaque fois on joue comme des baltringues, on joue pour se qualifier au lieu de alors que si tu veux avoir l'espoir de gagner genre une Ligue des Champions, c'est que t'es prêt à gagner tous tes matchs. Et à chaque fois on est sur des petits calculs de baltringues et on se la fait mettre toujours pareil tous les ans. Donc faut pas trop m'en parler, c'est encore tout neuf. Ça a l'air. Mais limite ça m'a laissé moins de regrets que la remontada traumatique avec Barcelone parce que là c'était vas-y, ils ont mis 3 buts sans avoir une occasion, c'était absurde, juste on est à baltringuer. Voilà. Mais inexplicable ce match. C'est le match de foot le moins explicable que j'ai vu de ma vie, je crois. Pour expliquer à Mimi et les gens qui peut-être suivent pas le foot, le PSG depuis 2-3 ans se fait bolos en Ligue des Champions. Donc survole de très très loin la Ligue française, parce qu'ils ont vraiment une équipe qui est trop forte pour la Ligue française. Là, ils ont gagné, ils ont été champions de France ce week-end. Ils ont 20 points d'avance. C'est n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Ok, ils y vont pour dire on est venus, mais ils savent déjà qu'ils ont gagné. Quoi. Voilà. Et donc leur objectif, c'est plutôt de gagner la Ligue des Champions. Et ils se font bolos, mais de façon à chaque fois spectaculaire. Ça fait 2 fois qu'on rentre dans l'histoire sur des défaites. Genre à Barcelone, personne ne s'était pas qualifié en gagnant 4-0 à l'aller, et là personne ne s'était pas qualifié en gagnant 4-1 à l'extérieur. Bref, on est genre. Et surtout, c'est vulgaire. À la dernière minute, c'est-à-dire. T'as le droit d'être vulgaire. À chaque fois, à la dernière minute, à chaque fois, mais bref. Mais ça nous pendait au nez de toute façon. Ça part sur un penalty de dernière minute, tu vois, un truc vraiment. Un truc sur une frappe, elle va même pas dans le but et tout. Bref, vas-y, m'en parlez pas. Vas-y, m'en parlez plus. Tu nous l'as énervé là, Fabrice. Mais c'est intéressant parce que pour moi, le foot et la masculinité, il y a un vrai lien, tu vois. Ah bah c'est sûr. Est-ce que t'insultes à télé ? J'insulte très très fort ma télé. Les commentateurs, ils sont pas en reste. Est-ce que t'as déjà cassé des objets à cause d'un match de foot ? Non, je crois pas. Mais moi, je suis très peu. En fait, un jour, j'ai vu un pote énervé mettre un chassé dans son rétroviseur de voiture et après, 2 minutes après, être en train de le rescotcher comme un gros blaireau. Et ça m'a servi de leçon. J'ai jamais compris les gens qui cassent leur matériel. Donc, je fais pas ça. Pourquoi casser tes propres trucs ? En plus, on venait de tomber en panne. C'était vraiment, il ajoutait de la peine à notre peine. C'était horrible. J'ai dit, ce jour-là, j'ai dit jamais je casserai un truc à moi. Je l'ai vu, il avait l'air trop bête. Ok, donc très foot et très politique. Comment ça se fait qu'est-ce qui t'a sensibilisé aussi jeune ? Parce que donc pour ceux et celles qui peut-être connaissent pas, Bonjour Tristesse, c'est de l'analyse de la politique assez critique sur la politique actuelle. Dans ton spectacle, c'est très présent. Donc ton spectacle s'appelle État des gueux et le titre parle bien du contenu qui est que tu critiques beaucoup la politique actuelle et son manque de représentation et de respect pour le peuple, selon toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette implication émotionnelle dans la politique ? Ça parlait beaucoup politique chez moi. Voilà. Après, je sais pas, je pourrais me branler pendant des heures à essayer d'expliquer. Peut-être que je pourrais aller chercher. Ça se trouve, même le fait que j'ai lu de la mythologie grecque à 6 ans, un rapport avec ça, j'en sais rien. Après, schématiquement, je pense que c'est surtout une famille très politisée, mais pas dans le sens
militant, dans le sens goût du débat politique, s'énerver à table, quoi, schématiquement. Genre, s'énerver entre gens qui s'aiment pour des raisons qui les concernent pas, schématiquement. Voilà, ça c'était ma famille. Et très longtemps, ils pouvaient s'énerver très longtemps, des 3 heures. Donc il y a vraiment un goût du débat politique, quitte à ne pas se parler entre frères pendant des années. Mais vous étiez d'accord entre vous ou alors Non, il y avait vraiment de tout en termes de représentation politique, mais c'était absurde, parce que par exemple, mes oncles, ils pouvaient s'embrouiller sur le service militaire, alors que les gens ne l'avaient pas fait, et ne plus se parler pendant 4 ans, quoi. Genre, ça créait des froids dans la famille, des conversations politiques. Ouais, c'était genre. L'idéologie est assez liée à la personne, enfin je sais pas comment expliquer, mais ouais, on peut oui, c'est pas juste du débat d'idées, ça touche à ton identité, quoi. Après on sait pas, parce que du coup tu sais jamais ce que ça fait remonter, par exemple les débats politiques dans les familles, ça fait aussi remonter les névroses de chacun en termes de position vis-à-vis des frères ou de, tu vois, donc je pense que c'est jamais aussi simple que la politique, mais ouais, il y avait un vrai goût du débat politique très long, très animé et avec un enjeu affectif important, clairement. Et je pense que ça m'a donné, et c'est vrai que par rapport par exemple à mes cousins ou à mon frère, j'aimais bien rester, tu sais, ça partait jouer à GoldenEye et j'aimais bien rester, j'allais jouer fort à GoldenEye après, mais je restais 15-20 minutes pour, enfin j'ai vite été intéressé, enfin ça me perturbait ces adultes qui s'énervaient sur des sujets qui les concernaient pas. GoldenEye, rêve de trentenaire, tu l'as ou pas? Ça je l'ai, c'est un jeu de James Bond sur Nintendo 64. Putain, j'allais le dire ça, j'avais la bonne ref, mais j'avais pas de Nintendo 64 car ma mère ne comprenait pas les jeux vidéo, donc je n'y ai pas joué. Bien. T'étais interdite de Club Dorothée ou il y avait plus déjà? Non, je préférais Yu-Gi-Oh car j'ai quand même quelques années de Yu-Gi-Oh la loose. C'est vachement bien Yu-Gi-Oh et c'est plutôt masculinité positive, ok, je pense, par rapport au Club Dorothée. J'ai jamais tapé personne à cause de Yu-Gi-Oh. Mais j'ai acheté des cartes. Ken le survivant, c'est hyper masculinité positive. Et intelligente. Surtout. Et t'étais comment à l'adolescence du coup? Est-ce que ça s'est passé comment, la puberté, l'arrivée à un âge un peu plus adulte? Ça a été. Après, mais moi je trouve que le collège c'est un moment hyper important, hyper formateur. Voilà, pour moi c'est un peu c'est la salle du temps de ta vie, tu vois, c'est là où tu apprends à gérer les rapports sociaux, où tu te rends compte que comment les choses peuvent basculer, comment la vie est dure, enfin tu vois, je l'ai déjà dit ça, mais pour moi c'est vraiment une partie d'échec qui recommence à zéro tous les jours, le collège, et tu peux perdre tes amis dans la journée, tu peux te faire tabasser gratuitement parce que je sais pas, il y a les gens du quartier d'à côté, ils se sont montés un truc sur toi, bref, mais j'ai beaucoup aimé, moi ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance plutôt. Après je me suis vite transformé, l'enfant relou blablabla, j'ai très vite pris le goût de la vanne, donc voilà, donc j'étais un adolescent très vanneur avec peu de limites. Mais j'ai jamais été, je crois, ou très peu dans la bolosserie ou dans le victimage. J'ai jamais eu de. Moi, ça m'a toujours fait mal au cœur. Ouais, voir 3-4 personnes sur quelqu'un, que ce soit physiquement ou verbalement, ça m'a toujours fait mal au cœur. Après, ça veut pas dire que je pense que j'ai été exempt de tout reproche. Tu sais, on se construit, quoi. Donc je pense que voilà, mes limites à la vanne, elles sont beaucoup construites entre mes 16 et mes 24 ans, par exemple. Oui, mais globalement, j'avais pas le goût de voir que je faisais souffrir quelqu'un, quoi. Je pouvais prendre du plaisir à vanner très fort jusqu'à la souffrance, et peut-être que voilà, on peut me reprocher d'attendre la souffrance, mais en gros dès que je la voyais je perds tout plaisir j'aime pas faire souffrir les gens, je crois, enfin ça paraît normal, mais oui, et t'as tout un set dans ton spectacle sur les vannes racistes que vous faisiez au collège, ou en réponse aux gens qui disent mais quand on était enfant on voyait pas les couleurs et tout. T'es là, mais vous avez été dans quel collège? Parce que nous c'était la base de notre humour. Ouais, c'était catastrophique. On avait des blagues racistes, on savait même pas ce que ça voulait dire au collège, c'était et sans que après ça n'empêchait pas qu'on traînait ensemble, mais quand même c'était très, enfin on a évolué positivement, je crois. C'est pas des vannes que tu referais aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Après, moi, pareil, je trouve ça très compliqué, notre époque, sur comment ça se construit, l'évolution de la vanne et tout. Je trouve ça beaucoup plus complexe que la manière dont on veut appréhender ces débats, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui ont progressé, il y a plein de blagues que je considère qui n'ont plus leur place, par exemple, à l'heure actuelle, et qui l'avaient peut-être dans les années 90, ou dont on se rendait pas compte qu'elles n'avaient pas leur place dans les années 90. Et en même temps, par exemple, moi, je divise ma vie entre le propos public, entre quand il y a un doute, quand mon interlocuteur peut avoir un doute de ce que je suis. En fait, c'est normal que je sois ouvert à sa sensibilité et que j'évite de faire une blague qui va le mettre mal à l'aise ou qui va lui faire penser que je suis quelqu'un de mauvais, etc. Après, c'est vrai que dans le cercle très fermé, par exemple, des amis et des gens dont on est sûr de la bienveillance, mais on est des porcs, et je pense que c'est bien de le rester, quoi, de pas avoir, d'avoir dans certains cercles pas de limite dans l'humour quand il n'y a pas de quiproquo possible sur la bienveillance ou sur le fait qu'on pense pas à ce qu'on est en train de dire, quoi. Et c'est vrai que parce que il y a un truc, en général c'est plus les blaireaux qui sont un truc, la sceptisation de l'humour, tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc au moins qui mérite une vigilance, quoi. Voilà, parce que c'est aussi bien, enfin c'est aussi une partie de l'humour de faire des trucs qui sont pas entendables, et on peut faire des blagues sans penser le fond de cette blague horrible, ça j'en suis convaincu, quoi. Après je te dis, il faut juste au moins travailler quand c'est des sujets complexes ou qui peuvent blesser des gens, et essayer de le faire avec bienveillance, et surtout connaître, en fait, tu vois. Par exemple, j'évite dans mon spectacle, je vais moins parler des sujets que je connais moins, et typiquement les trucs qui sont très très proches de ma vie, je vais plus me permettre, parce que
bah, je considère que, pas que je suis légitime, mais que ça m'est plus naturel, quoi. Enfin, que ça va sentir que c'est bienveillant, que du moins j'ai vraiment côtoyé ce dont je parle, quoi. Voilà. Est-ce que t'avais des bonnes notes à l'école? Parce que du coup. Ouais, j'étais archi chaud à l'école. Mais j'allais pas à l'école. En fait, moi, alors, je foutais rien du tout. Très jeune, puis j'ai commencé le shit très jeune moi, et puis j'étais toujours avec les derniers de la classe, genre même moi mes amis ils ont doublé tous les ans, 6e mes 2 meilleurs potes ils ont doublé, 5e mes 3 meilleurs potes ils ont redoublé, 4e pareil, bref toute ma vie, jusqu'aux études sup presque, en gros j'étais très chaud matière littéraire, grosse facilité matière littéraire et nul matière scientifique, mais ça allait quoi, donc voilà, et bref ça bon élève mais avec un tempérament de petit vanneur quoi. Ouais, pas bon élève timide dans son coin. Non, avec, pas du tout, ouais, pas de conseil de discipline, mais ouais. Est-ce que t'étais le genre d'élève un peu auquel les profs peuvent pas reprocher grand chose et qui est un peu cette grande gueule Non, ils me détestaient quand même. Si, j'avais beaucoup de profs qui me détestaient. Bah, un peu comme avec les gens dans la vie, hein. J'ai plus eu un truc de 30% de gens qui m'aimaient beaucoup et de 70% de profs qui me détestaient. Je les obsédais, il y en a, ils pensaient à moi pendant les vacances et tout. Après j'étais relou. Comment tu sais ça? Parce qu'elle me le disait. Un jour je me rappelle, ça m'a traumatisé. C'était en seconde. Il y avait des espèces d'abrutis, là, Vivien et Siegfried, ils s'appelaient. Et ils étaient partis dire à la prof d'allemand à la fin: Maintien, il nous empêche de travailler. En ES, en première, de l'allemand. Et personne n'est devenu prof d'allemand. Moi je suis devenu humoriste. Alors moi j'étais déjà en train de bosser en vrai avec leur recul. Écoutez-moi bien. Et je suis revenu. Elle m'avait convoqué, ou elle avait convoqué ma mère. Et j'étais revenu de vacances, elle m'a dit: écoute Mathieu, j'ai pensé à toi toutes les vacances, c'est quand même dommage ces tensions qu'on a entre nous. Je dis: mais elle est complètement folle celle-là, moi j'ai jamais pensé à elle de toute ma vie là, pense à autre chose, prends une retraite, bref. Donc je sais qu'il y en avait que je l'ai traumatisé. Mais non, j'étais très agité quoi. J'ai pas conseil de discipline, mais en gros mes compliments, mes félicitations, ils sautaient toujours à cause de mon comportement. Voilà. Et j'étais avec les cancres au fond fort. Et ils redoublaient, je changeais d'amis tous les ans. Oui, c'est ça, mais pourquoi t'étais avec les cancres? Bah, moi blablabli blablablou, voilà, moi ma vie blablabli blablablou, et du coup c'était avec eux que je parlais quoi, c'était là que, et c'est là qu'il y avait la vanne et les disques et les blablabli blablablou, et puis avec eux qu'on rigolait quand même, j'ai l'impression. En tant qu'ancienne intello qui ne mettait pas de classeur pour empêcher les gens de tricher, mais qui avait quand même toujours ses livres, je peux confirmer que j'étais pas la plus marrante du collège, donc, et que les plus marrants c'était pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes, donc c'était plutôt axé sur la vanne et la déconnance. Je peux comprendre que... Mais de ce fait-là, c'était un élève un peu brillant, t'allais pas chercher forcément d'avoir des mecs en face de toi ou des meufs, peu importe d'ailleurs, qui puissent avoir un peu de répondant aussi au niveau intellectuel quoi. Je dis pas que les cancres sont... Non, c'était vraiment le goût de la vanne très fort, jusqu'à tard. Et encore maintenant un peu. Mais non, après, j'étais pas du tout en... C'était pas clivant, quoi. Genre, les premiers de la classe, je crois pas en moyenne me détester. Après, bon, il y a des années où c'est un en particulier, on s'aime pas, c'est comme ça. Mais sinon, j'avais pas de truc, les derniers contre les premiers, pas du tout, quoi. Mais les gens avec qui je passais mon temps, avec qui je rigolais, c'était eux. Voilà. Est-ce qu'il y avait des meufs dans ces gens? Est-ce qu'il y avait des meufs dans ta vie en grandissant? À l'école ou en général? En général. En général, ouais, j'ai au moins 2 très bonnes amies et j'ai plein de copines, ouais. Voilà. Et je fais partie de ceux qui croient à l'amitié homme-femme. Mais ouais. Et ben après, c'est marrant parce que les 2 filles qui sont mes amies, elles ont des profils assez masculines, quoi. L'une comme l'autre, c'est des filles, tu peux les retrouver entourées de 10 mecs, pas meufs de quartier, mais en plus, ni l'une ni l'autre, mais ce profil-là, quoi, qui peuvent parler mal. Enfin, il y a plein de meufs qui parlent mal, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais bref, tout ça pour dire, ouais, c'est assez marrant, c'est quand même, les 2 en question, elles sont très masculines, donc c'est peut-être pas que le hasard non plus. C'est marrant du coup parce que t'as tout un set dans ton spectacle sur la communication homme-femme et le fait que... Alors, ton propos, tu me reprends si je rends pas hommage à ce que tu racontes, c'est qu'en gros, les mecs sont un peu bas du front, les mecs sont cons, les meufs sont plus intelligentes, mais du coup ça rend la communication compliquée parce que à la fois des fois les meufs elles complexifient trop leurs propos pour dire un truc simple, et comme les mecs ils écoutent pas trop, ils sont pas trop concentrés, ça fait des incompréhensions. Ouais, c'est un peu ça. Après c'est plus vraiment, des fois j'ai l'impression que c'est en termes de langage, de ce vers quoi on se dirige ou d'envie dans la vie, qu'il y a des écarts sur lesquels les gens devraient poser des mots, parce que ça les aiderait à s'en rendre compte plus tôt, par exemple en couple, qu'en fait ils projettent pas les mêmes choses, les mêmes envies, et il faut le verbaliser pour savoir dans quelle mesure l'un et l'autre envie de vie sont articulables. Après moi c'est plus dans ce que tu disais, c'est plus sur le féminisme, où des fois j'ai l'impression qu'en fait juste les femmes vous rendez pas compte à quel point on est débiles. Du coup vous partez sur des stratégies archi complexes, alors que je pense qu'on est beaucoup plus facilement mettable à l'amende que ce qui se dit. Je pense que franchement vous pouvez vous organiser mieux parce qu'on est bêtes. Comment tu penses qu'on pourrait s'organiser mieux? À part, donc t'as un moment où tu dis, ouais, en après, vrai, moi, je suis vous avez radical, qu'à voilà, faire la moi, grève, vous êtes plein, tu vois, genre faites grève générale, 3 millions de plus que dans ce pays, ça y est, franchement, en 3 jours, il y a une évolution, il y a une obligation de proposition politique dans les 3 jours si les femmes arrêtent de travailler subitement en France, par exemple. Enfin, dans la majorité des pays. Mais après, non, j'ai pas de leçon à donner en termes de champ stratégique.
Après, c'est vrai qu'en termes de constat, je trouve qu'il y a toujours une marge de progression, quoi. Et surtout, le constat de vie, le constat inégalitaire entre les femmes et les hommes est absolument inacceptable. Et du coup, quels que soient les biais, il faut essayer de trouver des moyens pour le réduire au plus vite, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que les hommes sont plus cons, du coup? Qu'est-ce qui fait que t'as l'impression que ton genre, alors que t'es quand même en plus un mec intelligent et tout, qu'est-ce qui fait que t'as l'impression que... alors j'exagère et je caricature volontairement le propos dans le spectacle, mais ouais, j'ai parfois l'impression, après par exemple dans la fascination, par exemple il y a une fascination du pouvoir et de l'argent, qu'on retrouve aussi chez les hommes, mais sur la fascination du pouvoir par exemple, c'est plus un défaut aussi que je pourrais trouver aux femmes, mais globalement oui, si je dois caricaturer, j'ai le sentiment que les hommes sont... Je sais pas, tu leur mets un grand écran plat et une belle montre, ils sont contents, quoi. J'exagère, mais en gros, ils projettent des envies peut-être un peu moins globalement poétiques que les femmes. Même si, encore une fois, c'est histoire de schématiser, mais j'ai pas d'avis établi. Est-ce que tu penses que t'as cette fascination, toi, pour les symboles de pouvoir masculin, grosse voiture, grosse télé, grosse montre? Pas du tout, moi je roule dans une poubelle, elle est tombée en panne sur le périph', je sais même pas, elle est en train de se faire ausculter par la street quelque part, elle est en cours, je vais pas la retrouver et je vais repartir avec une voiture sobre. Pour moi, les voitures, par exemple, c'est vraiment un truc de point A à point B. Et pour moi, c'est une virilité déplacée, tu vois, de placer de toute manière sa virilité ou sa masculinité dans des objets. Après, je suis pas matérialiste pour un sou, moi. Autant je peux dépenser de l'argent pour des voyages, pour des trucs, mais genre le matériel, voilà. Après, j'ai forcément des pathologies d'homme, hein. Je ne le nie pas, mais ça me demanderait un peu de temps de savoir en quoi être un homme a pu me définir de manière inconsciente, quoi. Ça me demanderait de la réflexion, mais il y a forcément. C'est quoi des pathologies d'homme? Parce qu'en fait, c'est marrant parce que dans ton spectacle, t'as souvent des moments où tu te dis non, mais de toute façon, j'ai des trucs genre j'ai des psychoses, enfin j'ai des problèmes psychologiques, et après t'enchaînes et tu dis du coup je vais pas m'étendre là-dessus. Et comme je savais que tu venais, du coup j'ai vu ton spectacle hier et j'étais là, j'ai hâte d'être demain pour lui demander c'est quoi ces trucs. J'étais au fond comme ça en me frottant les mains en mode je vais l'avoir sur un canapé avec un micro, trop bien. T'es coincé, mec. Du coup c'est quoi tes fixettes ou tes problèmes psychologiques ou je sais pas? Non, après c'est plus accessoire. Moi j'ai plein de tocs et tout. Je pense que je sais pas, mais apparemment cette théorie scientifique de moi-même est contestée. Mais moi j'ai parfois l'impression qu'il y a qu'on diagnostique mal l'autisme et qu'il y a des degrés d'autisme. Et par exemple, moi je me trouve un peu autiste. J'ai quelques difficultés dans les interactions sociales. Enfin, j'ai l'impression d'être sur un niveau de logique qui est pas du tout dans les normes ou dans les schémas préimposés par la société. Après, je pense pas forcément que j'ai tort. Par exemple, à Paris, je vois ce truc-là et ça me fait flipper. Genre être poli ou avoir une attention désintéressée à quelqu'un, ça génère de la paranoïa maintenant. Tenir une poussette ou des trucs comme ça. À chaque fois, quasiment, il y a la meuf à avoir une seconde de battement, de dire, il me propose ça de manière très intéressée, c'est bizarre. Du coup, moi par exemple, je décide, je reste poli, donc, mais j'ai du mal dans les interactions. Parfois, pour moi, il y a des problèmes. J'ai du mal avec tout ce qui est, comment on dit, pas normes, mais. Les codes sociaux? Ouais, les codes sociaux, ou des fois, les codes sociaux vraiment au sens parfois classe sociale. J'ai l'impression qu'il y a des trucs de normes de classe sociale, alors pour moi, voilà, j'essaie d'en venir à mon propos. Après, ouais, je reviens de loin avec les tocs, je suis un peu obsessionnel. J'ai un terrain paranoïa, quoi, j'ai des problèmes. Mais bon, on se soigne, tranquille. Bon, n'essayez pas de soigner la paranoïa avec le shit, hein, ça marche pas, clairement. Du coup, est-ce que tu as essayé d'autres trucs comme par exemple aller voir des psys? Elle va te coincer là, elle est en train de... aller voir des psys, archi pas. Après, je connais un médecin. J'adore archi pas. Non, mais alors, moi je suis pas du tout anti-psy, mais c'est vrai que je considère que je pense pas qu'il y ait plus de gens compétents là-dedans qu'ailleurs. Et du coup, ça veut dire qu'il y a peu de gens compétents, parce que globalement dans leur métier, les gens je les trouve pas compétents. Et j'ai la flemme d'en faire 10 avant d'en trouver un intelligent, quoi. Mais je crois au fait que les thérapies soient très bonnes pour certains. Et surtout, après, je connais un médecin genre qui a un don et dont on m'a donné le nom. Et il a vraiment il a un don, il est très chaud. Mais lui, j'irai le voir, mais j'ai peur de. J'ai mon spectacle à faire, mais ça y est, il est fait, mais j'ai un album à faire et j'ai un autre projet. Et en gros, je veux aller le voir. J'ai peur qu'il me vide de mes névroses avant que j'ai fini d'écrire, parce que je pense que l'art, c'est quand même un biais par lequel on se vide de ses névroses. Et du coup, j'ai trop peur qu'il m'enlève mon jus et que j'ai plus rien à raconter. Et que genre, je vais bien, mais j'ai plus rien à raconter. Donc j'irai le voir, mais après, dans 1 an et demi, si tout va bien. C'est ce qui est bien, c'est qu'il y aura toujours François Fillon pour te donner de la matière. Exactement. Il est plus trop là. L'énergie. Bon, il est quand même en spectacle. Sorti aujourd'hui, si, ils sont renvoyés en correctionnel. Ah, ça y est. Lui et sa petite femme. Mais du coup, ok, là on va dire t'as l'excuse entre guillemets t'as un spectacle, t'as un album et tu penses que l'art ça vient des névroses et que t'as peur que si le mec est trop bon et qu'il te soigne trop vite, cela merde. Je vais juste faire du foot, je m'en bats les couilles. J'ai trop peur de ça. Mais avant ça, du coup, il y a 32 ans de vie avec des névroses et du shit et pas d'autres. Non, pas trop, moi, alcool, shit, non. Alcool, shit, j'ai essayé 2 fois les champis, plus jamais.
Bref, voilà. Non, sinon je suis que les. Non, mais c'est mieux pour moi de toute façon. J'ai du mal à projeter ce que pourraient faire les drogues dures sur moi. Après, moi je crois beaucoup pas à l'autothérapie, mais genre j'ai beaucoup travaillé. C'est ce à quoi j'ai le plus travaillé dans ma vie, avoir un entourage sain de gens bien, quoi, sur qui je peux compter. Et du coup, moi je crois beaucoup au fait que quand tu peux t'exprimer et que tu es entouré de gens suffisamment de confiance pour pouvoir parler sans filtre, même si c'est sur 2-3 personnes, que c'est une forme de thérapie, par exemple d'échanger de manière transparente et intime avec des amis. Je crois à ça, donc je pense que de manière ponctuelle mais très très régulière, je suis venu mettre des coups de seringue dans mes névroses pour en enlever un peu, ou au moins pour me les faire. Parce que la psychothérapie c'est beaucoup ça, hein. C'est un mec qui pour toi remet à la surface ce qui a été traumatisant ou ce qui a été constitutif de ce que tu es, et qui te permet d'avoir un travail dessus. Je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle. Pas MDR, il y a un système qui soigne les traumatisés. Le DMR ou un truc comme ça. Mais c'est même pas ça. Mais c'est assez controversé. Ouais, non, mais ils ont trouvé un truc, les scientifiques, comme quoi ils arrivent à t'effacer des souvenirs. Et pour te les effacer, ils te posent des questions dessus à la base. Et je pense que c'est exactement le même principe que la psychothérapie. Genre, ça te fait remonter le souvenir. Et il n'y a que quand il est à la surface que tu peux le traiter en bien, éventuellement même le faire gonfler, mais que tu peux travailler. Et je crois que les discussions entre amis, les discussions honnêtes, transparentes entre amis, elles peuvent permettre de faire ce travail, même s'il n'y a pas l'aspect médical. Mais du coup, est-ce que tu te sens capable d'être vulnérable avec tes amis? Parce qu'il y a pas mal d'invités qui nous ont parlé en tout cas de leurs amitiés entre hommes, et qui disaient que c'était des amitiés où c'était compliqué pour eux d'être vulnérables, que c'était des amitiés plus en surface, tu vois. Genre, on fait des vannes, on parle de séries, on parle de meufs, on parle de foot, mais on va pas aller en deep, en fait, j'ai peur de la mort, tu vois, par exemple. Sur les potes, peut-être éventuellement, mais non, sur le cercle d'amis proches, vraiment, moi, je peux chialer, on s'en bat les couilles. Je suis triste. Non, on s'en fout, franchement, on est là sur. Après, c'est des gens avec que je connais depuis 15 ans, quoi. Mais. 15 ou 20 ans, mais non, on arrive à être transparent. On s'est enlevé justement ce qui est peut-être pas de la vérité toxique, mais de la vérité déplacée en tout cas, de ce truc-là de rapport à une pseudo-pudeur sur les émotions, alors que t'es en fait juste. Ton envie de pleurer va se transformer en dépression dans 6 mois. Je préfère voir mon pote chialer. Justement, enfin, je considère que les amis ils sont là pour ça. Je suis là pour que quand mon pote, je suis là pour être un mec devant qui mon pote a le droit de pleurer et peut le faire sans avoir à se poser des questions sur qu'est-ce que ça renvoie de lui-même, quoi. Donc non, sur un cercle très fermé, on s'en bat les couilles. Et je suis assez fier de ça. Est-ce que tu as une idée de comment vous avez fait pour en arriver là? Est-ce qu'il y a eu des moments charnières, genre la première fois que l'un d'entre vous a pleuré, et où il y a eu une décision de ok, on va pas le bolos et dire que c'est un fragile? Non, je crois pas. Après, tu sais, voilà, quand on a des décès de parents ou des décès de proches, enfin des moments où tu te retrouves à des enterrements avec tes amis, je pense que peut-être ça participe à casser une barrière de pudeur, mais sinon je crois que c'est surtout un parcours de confiance et de confiance. Et en grandissant, chacun à titre individuel, on a déconstruit, je pense, ce rapport à la virilité un peu dite débile qui est faut se tenir droit et pas avoir envie de pleurer, quoi. Et je dis ça comme si on chialait tout le temps. Je sais même pas si j'ai chialé, tu vois. Faudrait que je réfléchisse pour me dire est-ce que j'ai déjà chialé devant mes potes, mais je sais que je le ferais sans pitié. Tu sais que c'est un truc que tu peux envisager sans dire je vais perdre mes potes, quoi. Et sans qu'ils se disent je sais qu'aucun des gens à qui je vais dire ça, v'là le faible. On le soutient, mais v'là le faible quand même. Il y aura pas ça, ils seront inquiets, ils vont sortir inquiets, quoi. Putain, si chiale, ça va pas bien. Bref, non, ouais, ça va. Je suis content, je suis très fier de ça. Je suis très fier des gens dont je me suis entouré. C'est certainement ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie, donc je suis content. Bravo, car de mon expérience d'animatrice du Boys Club depuis maintenant une tripotée de numéros, c'est pas simple, c'est pas évident. Ouais, je sais, c'est pour ça. Ça se passe comment ta vie amoureuse? Ton rapport avec les meufs, au-delà du coup de tes potes meufs, mais les meufs pour pécho, t'as vu? J'ai beaucoup été en couple très longtemps, moi. Donc voilà. C'est quoi très longtemps Très longtemps, c'est 3, 5, 10 ans. 3... ouais, je fais 3... Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Par exemple, j'ai fait 3, 5, 3 ans. Donc, mais en gros, tout bout à bout, ça faisait quasiment de plus de 10 ans de relation de couple. Parce que ça s'est à chaque fois plutôt enchaîné. J'ai pas d'avis, pour moi c'est une construction, voilà, j'essaie de faire en sorte, comme pour la vie, quoi, d'apprendre au fur et à mesure et d'essayer de pas reproduire ce qui m'angoisse, moi, c'est les gens qui de manière inconsciente répètent les mêmes erreurs ou les mêmes échecs et tout. Moi pas trop, voilà, chaque fois ça rate pas pour les mêmes choses. Voilà. Et t'es comment en couple? Est-ce que t'es plutôt fusionnel? Est-ce que c'est un peu chacun sa petite vie? Non, après j'ai eu différents types de manières de construire des histoires, mais j'ai rarement fusionnel. Et ça dépend, ça dépend vraiment de
de la personnalité sur laquelle je tombe. Après, je suis complètement capable, moi, j'ai plein de théories sur le couple. Et par exemple, j'ai la chance d'avoir tout mon temps pour moi et j'aurai tout le temps tout mon temps pour moi parce que j'ai décidé. Oui, parce que donc tu as décidé que tu travaillerais plus jamais au sens salariat 35 heures. Ouais, exactement. Ouais, parce que moi, être sur scène, pour moi, c'est pas travailler. Enfin, j'aurais toujours envie d'écrire. Donc, pour moi, et ce que j'entends par travailler, c'est comme je disais depuis mes 15 ans, je dis que je serai à la retraite à 35 ans, mais j'entends ne plus être obligé de travailler. Parce que pour moi, le travail, c'est quand il est choisi, c'est important. Mais en gros, moi, ma théorie, c'est qu'il y a des gens, ils sont en couple depuis 35 ans ensemble, d'accord, mais ils bossent comme des cons 50 heures par semaine. Ils se voient le week-end, et en fait, le cerveau, le week-end, il est là pour récupérer quand tu bosses pour un truc qui t'intéresse pas 50 heures par semaine. Et en fait, ces gens-là, ils se connaissent pas. Moi, ma théorie, c'est que moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir tout mon temps, et quand je trouve une fille avec qui on a tout notre temps, si on passe 2 mois ensemble, vraiment ensemble, et ben on se connaît mieux que v'là les gens qui sont en couple depuis 5-6 ans. Et pour moi, c'est un grand luxe de mon statut ou de mon mode de vie. C'est que j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup plus de temps pour la recherche amoureuse, qui est un truc qui me passionne. Je crois encore à l'amour. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que tu sais, je triche. C'est comme si j'avais 8 fois plus de temps que les autres. Et du coup, il y a cet intérêt dans ce mode de vie là parfois de vivre des histoires qui peuvent durer 2-3 mois, mais en vrai, qui valent peut-être 3 ans d'histoire pour d'autres. Il y a des gens, ils partent en vacances ensemble une semaine. Ils disent, t'es ça, toi? Et toi, t'es ça? Mais allez, casse-toi. J'ai pas envie de faire ma vie. Ou même les vieux qui se retrouvent à la retraite, ils se découvrent. Ils disent, c'est toi ma vie. Et casse-toi. Rien à faire ensemble. Genre, il y a des gens, ils peuvent être ensemble que en étant ensemble 20 heures par semaine. Et ça m'angoisse beaucoup aussi, les gens qui. Le non-choix amoureux, quoi. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils sont avec une meuf ou avec un par mec. Défaut, quoi. Parce que, où c'est arrivé par l'addition du par défaut, par routine, par pression sociale, etc. Ça fait qu'il y a très, très, très peu de gens qui ont un parcours de recherche amoureux, voilà. Il y en a, mais je pense que c'est vraiment une probabilité très mince. Et je trouve ça trop triste. Voilà. Est-ce que tu dates sur des applis? Ou est-ce que tu fais ça Incapable, maintenant c'est cuit. Je suis mort dans le film de toute façon, mais non, j'ai jamais fait. Après, j'ai toujours eu. Pourquoi tu dis que c'est cuit? Parce que là, maintenant, je suis pas une figure, mais je suis reconnu, quoi. Je suis reconnaissable, quoi. Donc, mort, mais de toute manière, je l'aurais jamais fait, je pense. Mais c'est intéressant. Pourquoi tu considères que c'est grillé maintenant? Bah, je sais pas, mais c'était quoi? C'était pas Kian à l'époque qui s'était inscrit sur un site et tout le monde disait vas-y, ça le blaireau, t'as que ça à faire de prendre les statuts des mecs connus et tout. Il arrivait pas à gérer une meuf, le pauvre, parce que tout le monde disait que c'est impossible que Kian soit sur le réseau. Donc, mais je m'imagine. Mais de toute façon, j'ai jamais fait. Moi, mes derniers trucs de chat, c'est Caramel ASV, quoi. Vraiment. Ah ouais. T'es pas très connecté, quoi. Non, pas du tout. Après, via mes réseaux sociaux, je le suis et j'échange, tu vois, avec des gens sur les réseaux sociaux. Mais non, les applis de rencontre, très peu. J'ai toujours considéré que le monde était assez vaste. Voilà. Et après, je suis pas du tout papillonneur, moi, donc voilà. Ça me s'y prête. Il y a un truc c'est-à-dire qu'encore une fois, je trouve ça génial pour plein de gens et hyper utile, et ça peut être mais il y a aussi clairement un truc qui m'angoisse dans le rapport consumériste au sexe, dans le nihilisme, le vide, la vacuité de ce sur quoi se créent les rencontres entre les gens. Il y a un truc qui m'angoisse sur les applis, quoi. Le truc de. Ouais, bref. Et puis après, j'ai un rapport à l'intimité qui existe, j'allais dire important, mais non, mais qui existe tout simplement, et j'ai l'impression que ça disparaît sur certains sites de rencontres. Mais alors, c'est marrant parce que tu dis que t'aimes beaucoup la recherche amoureuse, mais après tout, c'est qu'un outil. Tu vois, ces apps de rencontre, elles sont un peu comme une sorte de répertoire où tu peux justement aller chercher. Ouais, complètement, mais il y a un truc robotique et de non-confrontation au destin ou aux probabilités. De vie, enfin j'avais l'impression que c'est biaisé les probabilités de vie un petit peu, et qu'il y a quand même un truc qui après je ferais pas de ceux qui diraient que le physique m'est indifférent, mais il y a un truc je sais pas comment expliquer, mais c'est comme des trucs qui se superposent, quoi. D'abord il y a la photo, après comment elle est à se présenter, et même le type d'analyse sociologique que ça induit, parce que après nos cerveaux ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Moi je sais que voilà, la manière dont les gens, le choix de leurs photos, les choix des mots qu'ils vont avoir, j'ai déjà un avis qui est bon ou mauvais, mais et même ces espèces de profilage, ces pré-profilages, ça me plaît pas. Tandis que dans la vie, tu sens en plus, est-ce que la personne elle te fait du bien, est-ce qu'elle est solaire, est-ce qu'elle sourit, est-ce qu'elle a l'air malveillante, est-ce que ça a l'air d'être une menteuse. Je préfère les rapports de la vie, quoi. Et je suis pas à l'aise avec les rapports numériques. Et en plus, moi à l'écrit, j'écris très mal, j'ai souvent l'air très agressif alors que tout est ironique, mais bon bref, j'ai des problèmes de codes sociaux, donc compliqué l'ironie à l'écrit avec des inconnus. Est-ce que t'es ce genre de mec qui met jamais de smiley ou d'emoji, et du coup ça laisse les gens dans un ouais, doute je suis un peu ça. Mais alors, parce que la dernière fois, carrément, il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, non, t'es bizarre parce que tu mets des points à tes phrases. J'ai dit, excuse-moi, à la base, on écrit quand même comme ça, et on me fait ce type de remarque avec les emojis. Alors, j'essaie de m'adapter, effectivement, parce qu'en fait, la société se transforme, et il faut s'y habituer, parce que la même phrase peut paraître agressive maintenant que les emojis sont utilisés à tour de bras. Du coup, j'essaie pour m'éviter quelques quiproquos ou quelques fatigues de discussion. Mais à la base, ouais, je suis les mecs sans emojis. Mais ça y est, je me réadapte un peu depuis 3 ans. Sur les messageries instantanées, si tu mets un point, ça veut dire un truc.
Ça veut dire que c'est un genre de fin sèche à ta phrase, tu vois, genre, ok. Bah ça, j'ai découvert genre il y a une semaine, quelqu'un m'a dit carrément, tu mets des points. Je dis ouais, excuse-moi, carrément, je mets des points. Ouais, parce que à la base, c'est comme ça qu'on construit les phrases. Le grand drame des gens qui écrivent correctement sur Internet, c'est que tout le monde les trouve mal polis. Alors qu'ils sont juste genre dans les règles de la langue française. Voilà. Qui est en pleine évolution. Ouais, mais c'est s'adapter. Mais après, voilà, pareil, j'essaie de pas être retard sur des trucs. C'est-à-dire que même si, voilà, je peux être attristé parce que je considère que c'est une forme d'appauvrissement du langage, etc., de l'existence des emojis, il faut que moi je me les réapproprie un minimum quand les gens, quand ça commence à être presque des mots, en tout cas de la ponctuation, je sais pas appeler ça, mais c'est entre les mots et la ponctuation maintenant, les emojis. Donc voilà, je m'adapte quoi. Tu seras le seul gars qui utilise l'emoji aubergine pour vraiment parler d'aubergine. Mais j'ai mis mes 10 piges à comprendre. C'est quoi. Je comprenais pas pourquoi il y a des fruits, mais j'ai compris ça. Non, mais je me dis peut-être qu'il y a encore un auditeur ou une auditrice qui sera là. Bah quoi, tu vois. Ouais, une ratatouille quoi. Et la pêche. La pêche, c'est les fesses. Voilà. Petit cours d'émoji du cul. Car il n'y a pas le droit d'avoir des vrais émojis du cul. Et les gouttes d'eau. Ça peut. Alors c'est soit le sperme, soit la cyprine. Ça dépend de qui l'envoie et dans quel. Mais bon, d'accord. On est dans un bail d'excitation. C'est bon à savoir. Bah hésitez archi pas à me préciser d'autres trucs. Parce que moi je suis monsieur quiproquo, monsieur pied dans le plat. Donc hésitez pas, ça m'évitera un ou deux moments. T'imagines envoyer genre parce qu'il pleut, tu vois, genre je suis tout mouillé, emoji goutte d'eau, ça va faire bizarre à qui tu l'envoies. Putain, merci. Emoji pêche, tu reçois un emoji pêche, tu dis tu veux un fruit, comment ça se passe? Mais à quel moment de toute façon tu dis fesse? L'emoji, j'arrive même pas à imaginer comment il peut utiliser l'emoji pêche. Autant l'aubergine, ça y est, j'ai compris. Bah si tu sextotes et que genre tu vois, genre il y a des gens qui sextotent un peu, qui utilisent un peu les emojis comme tu ferais un rébut, tu vois. Genre qui mettent genre aubergine, pêche, goutte d'eau. Ça veut dire en gros, j'ai envie de te baiser le cul, tu vois. D'accord. En dessin du coup. Et j'ai envie de toi, c'est bien comme phrase. C'est bien aussi. Mais il y a des gens qui sont plus mal à l'aise à dire j'ai envie de toi que de faire qu'en faisant des charades ou des rébus en émoji. Ah ouais, ça c'est marrant aussi. Là où les gens placent leur gêne dans la drague ou dans les rapports amoureux, c'est marrant. Enfin, c'est intéressant. Bon, du coup, on a une transition parfaite. Donc on va en parler. Comment va ta bite, Mathieu? Ça va, elle va bien. C'est fou comme podcast. T'as un peu bégayé au téléphone quand je t'ai prévenu, t'étais là. Ok. Ah bon? Vraiment? Écoute, ça va. Voilà, tout va bien. Est-ce que vous vous êtes toujours bien entendus? Est-ce qu'il y a eu des moments de... Ouais, non, non, ça va, on est bien, on est ensemble, on a su qu'on était ensemble pour la vie dès le départ et on s'est habitué à l'idée, tranquille, ouais, ça va. C'est pas pour tout le monde, hein, tu sais. Non, je sais. Et je pense que, pareil, mais après, c'est au niveau du sexe en général, mais particulièrement chez les hommes, ça prend une place dans la psyché, même dans la construction personnelle qui est largement sous-estimée. Et je pense ça du sexe aussi, c'est-à-dire que le sexe, il faut voir comment ça influe sur nos actions de manière consciente ou inconsciente, sur nos actions, sur nos choix, sur nos discussions, sur les gens dont qui on s'entoure même. Et la place, à l'inverse, la place que ça prend dans notre discussion ou dans nos conversations sociales, c'est très faible. Alors que je suis pas forcément le plus à l'aise pour le faire, mais je peux que faire ce constat, quoi, entre la place que ça prend dans nos têtes et la place que ça prend dans nos bouches. Le sexe, c'est assez fou. Et bref, ouais, pour les hommes, je pense que c'est un peu pareil. Il y a beaucoup d'hommes qui ont un problème, clairement. Voilà. Est-ce que t'as déjà fait la branlette entre potes? Non, archi pas. Les footballeurs. Archi pas. Mais alors déjà, t'es footballeur. Ouais. Depuis le plus jeune âge. Ouais. Donc ça veut dire les douches collectives. Ouais. Ça m'a pas traumatisé. Est-ce que vous faisiez le truc où vous faites pipi dessus sous la douche? Archi pas, mais cassez-vous. Mais qui vous raconte ces rumeurs-là là? C'est Fabrice. Non, on se pissait pas dessus. Non, après, à l'adolescence, ça part un peu en couille. Tu dis, ouais, je suis cousin, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et toi, s'il y a ça, à l'adolescence, ça se regarde la bite, quoi. Mais c'est comme c'était assez du shampoing, là, infini, quoi. Quoi? Mais tu sais, le truc où tu fous du shampoing au-dessus du gars qui est en train de se sécher les cheveux, enfin de se rincer les cheveux. Et tu refous du shampoing au-dessus, comme ça il arrête pas. Ouais, mais ça c'est bon enfant, ça. Oui, du coup, je cherchais un rapport se pisser dessus. Mais cassez-vous, mais pas du tout. Alors, c'est peut-être ta normalité, mais non, mais il faut pas imposer sa normalité aux autres. Déjà, on a le droit d'être singulier. J'ai grandi dans le Nord, donc peut-être que ceci explique cela, mais il y avait un vrai truc de. On faisait en sorte. Enfin, il y avait des mecs dans l'équipe qui adoraient pisser sur les jambes des mecs. Ah, je vois, ça m'est pas arrivé, je l'ai fait à personne, mais peut-être que l'objectif c'est de faire en sorte que le mec se rende pas compte. Quoi. Ouais, ça c'est possible. Même je veux bien dire que c'est possible. Non, je l'ai pas fait, on me l'a pas fait, c'est sûr, mais c'est possible que je m'en rappelle pas et que ça existait dans les douches. Possible. Non, je croyais qu'on était vraiment sur à genoux, bouche ouverte. Tu vois, j'étais pas sur le même concept. Non. Ah, mais c'est vrai que quand tu sais pas, c'est toi qui t'en dis, mon pote. Vas-y, se pisser dessus. On a quand même enchaîné les vestiaires. Est-ce que vous vous pissiez dessus? Je comprends que quand tu ne sais pas cette pratique de basketteur, visiblement. Non, je pense que c'est une pratique de vestiaire, à mon avis. Mais tu vas voir, il va nous sortir dans 3 minutes la branlette entre potes. Non, jamais. Jamais.
Non, j'ai jamais fait ça, mais je sais que ça se pratique aussi, ça, que ça s'est beaucoup pratiqué. Un jour, il y a un mec qui m'a dit ça, j'étais en 5ème, j'étais chez lui, c'était la première fois que j'allais chez lui. Il commence à mettre un porno. Après, il a dit, ça te dérange si je me branle? Je dis, mais casse-toi, mais bien sûr que ça me dérange si tu te branles. Et il s'est pas branlé. Voilà. Mais moi, Est-ce que vous avez laissé mais je le sais qu'il porno? y a là les gens qui ont fait ça, mais même des potes, déjà, il y a là les gens qui ont fait ça. C'est genre, je sais que c'est plus, pour le coup, t'es moins dans la norme si tu l'as pas fait une fois que je crois que c'est presque peut-être la majorité des mecs qui l'ont fait. En tout cas, il y en a beaucoup. Dans ce podcast, c'est la majorité. Dans ce en tout cas. podcast, Et il y a des ouais, trucs où ils se branlaient entre eux même, à ce qui paraît. Ah, ça c'est autre chose. Ça on n'a pas eu. On a eu c'est généralement un concours de qui va jouir le plus vite. Incroyable. C'est Non, mais moi, entre je suis- non, mais une fois et je suis quelques très, fois. je suis très pudique, je sais pas. Pas du tout. Parce que t'es- Moi, je suis très pudique. Enfin, j'ai même pas l'immention qu'il y a besoin de préciser. Je peux enlever 2 traits, tu sais, je suis juste pudique. Enfin, je suis normal, quoi. Bon, bref. Il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de normalité. Commence Mais, pas à juger. Non, je juge pas. Mais non, je suis sobre. Du coup, t'es toujours très pudique maintenant. Ouais, je suis toujours très pudique, quoi. Est-ce que c'est lié à peut-être des complexes que t'as pu avoir sur ton physique ou est-ce que c'est ta façon Non, d'être? pas du tout. Je crois que c'est familial. Je crois que c'est un rapport à la pudeur familiale que je m'explique assez peu. Parce qu'il n'y avait pas de genre de tabou ou quoi, mais Vous non, je me l'explique assez peu. Vous baladiez pas à Il n'y poil. avait pas de trucs comme ça parce que j'ai pas de souvenirs, mais je sais qu'il n'y avait pas de porte fermée, mais genre je pense qu'on pouvait aller chercher du il y avait pas non, il y avait même pas de, je pense que j'en sais rien parce que ça remonte à vieux, mais il n'y avait pas de truc impossible de voir ses parents nus quoi. Si ça se trouve j'ai croisé mes parents nus, c'est possible. Non, c'est bizarre de savoir d'où ça vient. Après je pense que c'était déjà ancré en moi et que notre époque où justement on est dans un peu, du moins dans un processus inverse quoi, de libéraliser beaucoup l'accès à son corps. Peut-être que ça m'a rassénéré dans l'idée que moi j'étais qu'en final à notre époque ça devenait singulier d'être comme ça alors que déjà ça me plaisait plutôt comme concept. Je me suis dit on va rester comme ça. Mais ouais. Après je suis pas à la plage, je suis torse nu quoi. Je sais pas. Peut-être les gens vraiment pudiques qui sont pas torse nu à la plage, j'en sais rien. Ça dépend des gens. Mais t'es torse nu, c'est-à-dire tu gardes pas ton jean tout le long. C'est quand même Non, je suis torse nu, je suis en short, je peux aller à la piscine, voilà. Ok. Après, par exemple, me voir torse nu quelque part, par exemple dans un truc artistique, c'est notable, tu vois. Je jouais dans un long métrage, je trouvais ils voulaient me mettre torse nu pour une scène à la piscine alors que j'étais animateur. J'ai dit, mettez-moi un débardeur, non, ça sert à rien. Et voilà. Et genre, ça a été une bagarre débile parce qu'il y a des bagarres débiles sur les sets de cinéma. Mais voilà, en gros, si ça n'apporte rien, typiquement une scène de sexe, je serais jamais nu dans un film. Une scène de sexe, ça me coûte, par exemple, au cinéma. Donc ça veut pas dire que je vais pas la faire, mais il faut que ce soit pour un film qui est vraiment susceptible de me plaire et que ça a vraiment un sens, parce que souvent elles apportent rien, les scènes de sexe dans le cinéma français. Tu vois, faut que ce soit ancré dans l'histoire et dans une bonne histoire. Mais ouais, ça me coûte, quoi. Voilà. Est-ce que dans la même vibe où tu peux être vulnérable avec tes potes et tout, est-ce que vous parlez de sexualité ou est-ce que c'est un sujet soit de blague, soit plutôt tabou? Je pense qu'on parle de sexualité, après on a peut-être encore des difficultés et je sais pas si c'est des difficultés ou si c'est nos modes de fonctionnement ou nos modes de psyché, mais on n'est pas trop dans mon groupe de potes. Après je sais pas si c'est lié à moi parce qu'ils savent que j'aime pas trop ça et comment eux ils sont quand ils sont après avec d'autres amis, je sais pas, mais de trucs de rentrage dans le détail quoi. Moi je suis pas un mec rentré dans le détail, genre j'ai pas envie de te projeter avec ta meuf, les gens qui montent des photos de leur meuf à poil et tout, genre inexplicable, j'ai pas envie de savoir ça. Alors les gens qui montent des photos, je comprends que c'est déjà, on n'est pas ultra sûr du consentement de la meuf, donc c'est bof, mais s'ils te racontent en détail, ça va te mettre mal à l'aise. Ouais, ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie d'être dans le... Après, par exemple, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand c'est dans le déballage absolument gratuit, tu vois, demain mon pote, il me dit, j'ai un problème avec cette meuf, et on a un problème. En gros, je serais curieux mais parce que c'est un problème de vie, mais le truc, me raconter, voilà, comment tu l'as prise, etc., voilà, c'est plonger forcé dans l'intimité de vos envies, me gêne énormément, les hommes, sachez-le. Genre, j'ai pas envie d'être témoin de ça. Et... ouais, en fait, c'est quand c'est gratuit que... Après, non, en soi, il n'y a pas de tabou. Après, je pense quand même on a peut-être encore des difficultés. Mais je sais pas si c'est des difficultés ou si c'est bien, en vrai, de rentrer... Je sais pas si c'est si utile que ça de rentrer dans le détail des choses, quoi. Je vais être obligée de rentrer dans le détail d'un truc. Ok, je suis désolée, mais c'est un peu ta faute parce que du coup, t'en parles énormément dans ton spectacle. Qu'est-ce que c'est ce truc avec l'enculade qui est vraiment, je pense, le terme le plus... Enfin, la métaphore la plus utilisée parce que donc, tu parles beaucoup des politiques et de ce qu'ils font au peuple français. On est beaucoup sur un rapport anal non consenti, clairement. Absolument. Qu'est-ce qui se passe avec l'anus? Bah alors... C'est un très long débat parce qu'après on peut en venir sur qu'est-ce qu'on en revient tout à l'heure, qu'est-ce qu'il doit encore se dire, qu'est-ce qu'on peut plus dire, etc. Sachant l'idée c'est pas de te dire il faut pas dire ça, c'est juste genre ça revient tellement que alors ce qui est assez étonnant quand même, parce que du coup je l'ai constaté avec le spectacle, c'est que tout le champ lexical de l'analogie anale n'intervient quasi que dans la partie politique. Et effectivement t'as tout dit et ça fait pas si longtemps que je m'en suis rendu compte, parce que c'est quoi le problème avec le fait de se faire enculer? Et j'ai dit mais c'est pas le problème de se faire enculer, c'est que chez un homme la pénétration passe par là, et en l'occurrence je suis un homme, et en fait c'est le non consenti.
C'est-à-dire que c'est se faire baiser. Ce qui est induit à minima dans ce que je dis, c'est que c'est le non-consentement en vrai. Et que du coup, oui, il me semble que la pénétration non consentie est pour quiconque quelque chose de très désagréable. Voilà. Tout à fait. Ceci dit, tu peux te faire enculer de façon consentie. Absolument. Après. Même en tant que mec. Oui, absolument. Non, on est d'accord. Et après, même en tant que mec hétéro, c'est impossible. Non, complètement. Et puis même pour le rapport à la sodomie, tout le monde peut se sodomiser. Bref. Mais je sais pas, mais je pense que c'est je sais pas, c'est très spontané de les traiter d'enculés, les politiques. J'ai du mal à expliquer. Pour moi, c'est pas connoté déjà homophobement, mais je sais que c'est personnel et que c'est subjectif. Même sexuellement, finalement. C'est pas... Ouais, oui, exactement. Ça a perdu toute connotation pour moi, enculé. Vraiment. Et comment dire, pour moi c'est très bizarre et c'est beaucoup plus complexe que les gens veulent bien le dire, parce que par exemple ce qui me serait très naturel, c'est d'employer le terme PD, parce qu'enfin on avait une insulte qui désignait des gens qu'on déteste, à savoir les pédophiles, mais par contre par l'usage le terme PD est devenu complètement homophobe et on peut pas le nier, et j'emploie pas ce terme du coup, parce que là j'aurais l'impression de braquer ou du moins d'avoir un manque absolu de vigilance à l'égard de l'émotion ou de la sensibilité des homosexuels. Et pour moi le terme enculé, il a perdu à l'inverse toute connotation homophobe, mais j'entends qu'on puisse penser l'inverse. Après il se trouve que dans le Larousse, dans certains dictionnaires, ça n'apparaît même plus. Il y a marqué marque de mépris à l'égard de quelqu'un. Parce que du coup, à force qu'on me le dise, je me suis quand même dit, oui, c'est moi qui ai un problème. Mais je sais que c'est encore connoté pour certains. Après, ouais, vraiment, en fait, l'idée là, c'est dans la pénétration non consentie, quoi. Et peut-être que, je sais pas, la langue française. En fait, j'ai du mal à voir quelle autre fenêtre. Mais par contre, j'ai remarqué que c'est que sur la partie politique que ça revient. Parce que j'ai l'impression qu'il y a qu'eux qui me forcent à vivre des choses. Mais j'entends que ce soit discutable, tu vois. Je vais pas dire. L'idée, c'était pas du tout de dire tu le dis trop. C'est de dire tu le dis beaucoup. C'est quoi les bails? Qu'est-ce qui fait que. Parce que pour moi, c'est un espèce. Parce que pour moi, la vie politique française, c'est un espèce de long viol en continu depuis 50 ans. Et en tant qu'homme, le viol, la manière dont je projette le viol sur moi, en l'occurrence, que pourrait être un viol pour moi, c'est une pénétration non consentie. Et. Ouais, je sais pas, c'est parce que je les déteste et j'ai l'impression qu'ils me baisent et voilà. Et voilà, baiser, si je me faisais baiser, pour moi ça passerait par là, donc je l'ai dit comme ça. Mais ça va pas plus loin, je crois. Est-ce que t'as un dernier truc, Fab, ou on conclut? Moi, j'aurais bien aimé parler de son personnage dans Bonjour Tristesse, qui est très en colère. Et qui est pour le coup très. Enfin, pour moi, c'est une forme aussi de cette colère-là, elle est très masculine, tu vois. Je vois pas, même sur YouTube, etc., de personnages aussi en colère, de personnages féminins qui soient aussi en colère, et en plus dans la façon, effectivement, la vulgarité, etc. Enfin, tu vois, tu t'amènes tout ton lot de masculinité, bim, dedans. Ça m'intéressait en fait un peu de savoir comment t'avais créé ce personnage et comment tu le projetais toi. Ça fait longtemps maintenant, ça fait. Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Même 5, je crois. Ouais, ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Alors. Je pense que ça, effectivement, il y a un truc. Déjà, ça se retrouve dans les. C'est grave un truc de bourrin masculin, parce que je me rends compte même dans le public de Bonjour Tristesse, ça doit être 17% de femmes. Alors que le propos est plutôt neutre en termes genrés, mais je pense que c'est plus le genre, la manière de l'amener, effectivement, l'énergie qui, semble-t-il, est très masculine. Après, moi, c'est lié à plusieurs trucs. C'est déjà que c'est l'énergie la plus naturelle que j'ai quand j'allume BFM TV ou quoi. Genre, naturellement, j'ai envie de m'énerver et de les traiter. Après, c'est peut-être un peu mon clown le plus accessible en tant qu'acteur aussi. C'est vraiment l'énervement, c'est l'énergie que je maîtrise le mieux et que je peux tenir très longtemps et qui m'est assez naturel. Et du coup, je pense que quelque part, vu que c'était le truc avec lequel je me lançais en tant qu'auteur, ça c'est avec le recul, c'est que maintenant que je me rends compte, je suis peut-être venu chercher l'armure un petit peu la plus accessible pour moi, derrière laquelle cacher ce que je suis, quoi. C'est parce que c'est une énergie qui m'est très naturelle et en même temps c'est le fait de choisir d'interpréter via un personnage, c'est aussi une manière de se cacher, je pense, consciemment ou inconsciemment. Donc voilà, c'est lié à ça, je crois. Et après, ouais, c'est très bourrin et c'est marrant parce que par contre sur le spectacle, je pense qu'on n'est peut-être pas sur du 50-50 hommes-femmes, mais c'est très 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 varié et on sent que le fait que je parle très différemment, que ce soit beaucoup plus souriant, que ça joue, quoi. J'espère que t'es pas en train d'hurler dès la minute 1 sur ton public. Non. Minute 1, il dit je vais pas vous crier dessus. Voilà, je précise à l'avance que je parle normalement. Ok, cool. Voilà. Du coup, dernière question. Est-ce que je sais pas si t'as pris le temps d'y réfléchir. Est-ce que t'as une idée de mec qui représente pour toi une version positive de la masculinité? Ouais, mais on doit tous dire le même. Non, vraiment pas. Ah ouais, il y a une bonne variété de réponses. Mais moi, c'est débile Macron comme réponse. Mais non, j'allais dire Zidane, mais c'est débile comme réponse. Parce que de ce qu'on c'est pas débile. Pour moi, je sais pas, mais en fait, c'est pas. Ouais, de la masculinité. Voilà. En fait, si, il représente
un truc de masculinité, mais hors le champ des femmes. Parce que c'est marrant, quand tu me poses la question, tout de suite, je le projette en termes de comportement vis-à-vis des femmes. Alors que là, tu parlais de masculinité uniquement. Et ouais, moi, j'aime beaucoup, c'est, tu vois, le charisme, la sobriété, le fait qu'il parle peu, mais bien. Genre l'inverse de moi, en vrai. Il s'énerve pas. Mais je trouve qu'il a un truc, tu sais, de stature, de port de cou et de sobriété qui est ouais, de sobriété classe avec une certaine élégance qui est... c'est ce que je me représente de ce qu'est une masculinité attirante, genre. Voilà. T'es seulement le deuxième à dire Zidane. Le précédent, c'était Roman Fressinet. Et du coup, je vais te poser la même question qu'on lui a posée à lui. Comment t'as vécu le coup de boule de Zizou, qui était pour le coup un truc peu sobre et peu discret, et plutôt dans une réaction un peu viriliste de il a traité sa mère ou sa sœur, je sais plus. Il était comme ça, Zizou, fallait pas lui dire le mot de trop. Il en a rien à foutre où qu'il soit. Si c'était le mot de trop, il vrillait, lui. Il vrillait. Il était très sage, très calme. Et j'aime bien ces gens-là aussi qui se battent sans dire un mot. C'est juste au bout d'un moment, écoute, tu m'as trop manqué de respect. Bing. J'ai été traumatisé parce que c'était une finale de Coupe du Monde contre l'Italie. C'était genre très important pour moi. Et c'était le retour de Zidane. On ne devait pas y aller à cette Coupe du Monde. Il est revenu parce que c'était Domenech, le pire coach de l'histoire de France. Tout. Bref. Et du coup, c'était horrible parce que c'était nous saboter la finale. En même temps, pour moi, la finale, en fait, elle s'arrête 6 minutes avant. Il fait une tête. Il y a Gianluigi Buffon qui fait une parade absolument incroyable. Normalement, c'est là-dessus qu'on se doit se qualifier. Écoute, ça lui va trop bien comme fin de carrière. Voilà, je n'ai rien de mieux à dire. Ça lui va trop bien comme fin de carrière. Je sais pas, c'était comme si, au dernier moment, il a réussi à partir sur ce qu'il est en tant qu'homme. Alors que ce qu'il était en tant que footballeur prenait tellement de place. Il fallait vraiment qu'il fasse un truc aussi spectaculaire que ça pour qu'on parle de l'homme et pas du footballeur ce soir-là. Et je trouve que ça représente assez ce qu'il a été, tu vois, un génie qui a ses limites. Voilà, qui a ses limites de nerfs. Et Materazzi méritait là ce coup de tête. Et il a tapé fort, ça se voit comment il tombe pour un mec qui a pris un coup de tête dans le thorax. Il a incroyable ce coup de tête. Voilà. Et au moins, il en a fait un beau. Il est pas parti, tu sais, avec un vieux coup de tête contre tête. Je vais te la mettre. Non, là, bing, allez, au revoir, merci. Voilà. Et normalement, il aurait pas dû être expulsé. Hein. Ils ont utilisé la vidéo pour la première fois de l'histoire. C'est une honte. Mais bref, personne n'avait vu. Et c'est un joli coup, en vrai. Mettre un aussi gros coup de tête avec 4 arbitres qui le voient pas, franchement, il est chaud. Mais tu dis quoi de notamment les darons, etc. Enfin, tu vois, tous les en gros, même les instances qui se disaient putain, mais en fait, le mec, c'est quand même un modèle et pour nos mômes, c'est pas cool, quoi. Tu vois. C'est vrai, mais après, tu sais quoi, par exemple, certains journalistes de l'équipe, ils passent, au lieu de faire s'intéresser les gamins au foot, ils créent des polémiques, ils niquent des carrières de gens. Par exemple, Nicolas Anelka, il avait plein de défauts, mais croyez-moi ou non, c'est les journalistes français qui lui ont baisé sa vie, sa psyché, sa carrière. J'avoue, j'ai pas tous les bails. Mais tu vois, c'était du harcèlement, quoi, Anelka, jusqu'à ce qu'il pète les plombs. Et des trucs pas justes, quoi. Et en gros, je pense que voilà, les journalistes ont largement de quoi faire pour s'intéresser à eux, en quoi ils s'intéressent pas forcément à ce qu'il y a de mieux dans le foot. Je parlais même pas forcément des journalistes d'ailleurs, hein. Je parlais aussi que ce soit dit en général, parce que je pensais à ça, parce qu'il y a un mec de l'équipe, le lendemain il a fait voilà l'édito en première page de lui en disant la honte de nos enfants, c'était sur ça que ça là. Non, moi je pense aux entraîneurs, tu vois, dans les clubs qui... Je vais pas te dire que c'est positif. Après j'ai du mal à vouloir encore plus à des sportifs, à vouloir leur infliger, tu vois, une logique de discipline absolue qu'ils doivent respecter à 100%. À la base, ils sont là pour jouer au foot, ils ont le droit de péter les plombs. Et je pense que c'est le premier à le regretter, surtout si tu lui demandes à Zidane, dire si j'ai un regret, c'est pas pour le torse de Materazzi, c'est pour l'image que ça a pu donner à des gamins. Donc, ouais, je crois qu'on a le droit à l'erreur, encore plus quand on est lucide dessus. Voilà. Mais je vais pas te dire c'est grandiose pour les gamins, quoi. Cool. Voilà. Merci Mathieu. Merci à vous. Bah, merci. Ça va, j'ai blablablou. T'as bien blablablou, même en parlant de moi, en fait, ça va. Bravo. Merci à si vous. dur. Merci. Ça serait bien de faire un bonjour tristesse sur le foot, sur l'actu du foot. Ouais, il y a de quoi faire. Mais je vais arrêter bonjour tristesse, je pense. Je vais en faire 100. Parce que j'ai des tocs. 92. Oh, le porc. Vous l'aurez entendu ici, plus que 8 bonjour tristesse. Puis bonjour tristesse. Et en attendant, on peut te voir dans État des gueux jusqu'au 29 juin 2019. Ouais. Et peut-être même toute la vida. Jusqu'à je parle tout seul. Donc, j'espère pas tout de suite. Donc allez voir Mathieu pour qu'il ne finisse pas par parler tout seul, car ce serait triste. Exactement. Surtout me faites pas rester tout l'été pour que je parle à des sièges. Je vous le dis tout de suite. Donc si c'est prolongé, vous venez. Car c'est juillet, cool. août, c'est sûr même. Voilà. Et si vous avez aimé ce Boys Club, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas le spectacle, car c'est le même gars et c'est plutôt cool. Mais c'est surtout beaucoup plus marrant. Je sais pas, on a bien ri, on a passé un bon moment. Rigolé. Non, j'en ai des meilleurs que quand c'est préparé quand même, je suis meilleur. Bref, venez, franchement, ça va, je suis pas un voleur, ça vaut son oseille. Voilà. Tous les liens sont dans la description. Merci Fab, merci à vous qui écoutez. Bye bye.